Bonjour et bienvenue à cette quatrième et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez également, nous sommes accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président. Bonjour auditeurs et téléspectateurs. L'information a été donnée hier 26 mai 2021 par le ministre en charge de l'éducation nationale lors du compte rendu du Conseil des ministres. Un bâtiment construit en 2014 sur transfert de ressources de l'État aux collectivités territoriales s'est écoulé. La chute du bâtiment de 3 classes a fait un décès et une vingtaine de blessés. Il faut rappeler également que c'est dans le village de Dandé, dans les Hauts-Bassins. Vous aurez le regard critique des juges tout à l'heure. Nous allons également nous intéresser à cette information qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de l'arrestation de 3 enfants qui se faisaient passer pour des terroristes dans la région du Centre-Nord. Ces enfants dont l'âge est compris entre 10 et 14 ans, à l'aide d'un téléphone, intimaient l'ordre aux enseignants de quitter leur localité sous peine de représailles de la part des terroristes. L'information a été donnée par la police nationale sur sa page Facebook. Canular ou des mineurs à la solde des terroristes. Vous aurez également la lecture des juges au siège, mais ça sera après la première partie de cette émission, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons passer la parole au juge Bougma. Merci président. Hier, je m'en étais fait l'écho de la situation dans le Tuy, donc à Ondé, par rapport à la fermeture des élèves. Quand la fermeture des écoles, quand les élèves ont introduit un préavis, donc envie de manifester. Donc finalement, il y a eu une rencontre entre les différents acteurs, donc les autorités et puis les responsables donc, de ces élèves-là qui ont échangé mardi. Donc par rapport effectivement à la suite à donner. Donc engagement avait été pris pour l'ouverture mais sous certaines conditions. Donc les élèves devraient effectivement garantir qu'il n'y aurait pas effectivement de mouvement à la rouverture effectivement des classes. Donc ce qui leur a été demandé, c'est de produire un engagement écrit. Et par rapport à tout ça, donc ces derniers disent ils vont retourner voir la base, échanger avec la base, effectivement, et puis revenir. Bon, selon nos informations jusqu'à présent, ils ne sont pas encore revenus. Les écoles également sont toujours fermées. Mais bon, il y a des établissements au niveau du privé, là ça tourne à plein régime, parce qu'à Oundé il y a aussi l'internat, quoi. Donc c'est la situation dans laquelle effectivement nous sommes. Donc par anticipation ou par crainte, les autorités ferment les établissements. Il y a des gens qui veulent aller à l'école, mais peut-être qu'ils tiennent à leur manifestation, donc on leur demande, compte tenu de la rencontre, vous produisez un écrit qui n'aura pas de mouvement, et puis bon, jusqu'à présent ce n'est pas encore venu. Donc qu'est-ce qui se passe et que dira la base? Si base parfois il y en a, parce que parfois les instructions également sont prises ailleurs que la vraie base est ailleurs. Donc comment est-ce que ça va se passer? Donc nous sommes toujours dans l'attente, mais pratiquement on va vers quand? Pour les écoles qui sont fermées, nous sommes déjà à jeudi, la semaine est terminée. C'est-à-dire qu'on est en train de sécher une semaine juste pour une décision de dire on va en mouvement, on ne va pas en mouvement pour pouvoir continuer. Pendant ce temps, il y a des élèves qui sont en classe d'examen, qui attendent que le programme soit déroulé. Et il y a une année scolaire qui est pratiquement terminée parce que 17 juin, les délais, on a vu les délais qui ont été donnés par le Conseil des ministres, c'est presque terminé. Certains sont dans les évaluations, ce sont des périodes de composition. Et donc, je ne vois pas pourquoi encore il faut tirer sur la corde. Donc, qu'est-ce que, effectivement, les uns et les autres craignaient en anticipant la fermeture? Je ne sais pas ce que les autorités ont eu comme information, mais c'était une manifestation aussi de 72 heures. Qu'est-ce qui était prévu comme contenu? Si les autorités sont arrivées jusqu'à ce niveau, peut-être qu'elles ont des informations qui faisaient craindre un certain nombre de choses. Donc, par anticipation, elles ont fermé. Sinon, s'il n'y avait rien à cirer, bon, 72 heures de mouvement d'humeur, et puis bon, aujourd'hui, peut-être que les cours avaient repris. Voilà. Donc, mais on est toujours
toujours dans l'attente, mais je dis bien, il y a une année scolaire qui doit bien se terminer et tous les acteurs doivent se mettre cela en tête et faire avec. À l'allure où vont les choses, c'est pas évident aussi. Merci, monsieur le juge. Nous allons à présent écouter ce qui retient l'attention du juge Vaha. Oui, ce qui retient mon attention, c'est la question malienne. Elle cristallise des attentions depuis lundi avec l'arrestation du président de transition Badao et de son premier ministre. On a appris ce matin que les deux ont été libérés et puis on suivait aussi avec beaucoup d'intérêt ce qui pourrait se passer, notamment et qui pourrait sortir du Conseil de sécurité qui s'est tenu hier aux alentours de 19h sur la question des enjeux. En tout cas, je pense que hier, sur le plateau spécial que nous avons eu sur True TV, nous avons dégagé en tout cas les enjeux et donc passer à la loupe cette crise qui est en train de se passer au Mali, mais avec ce qui est en train de se passer depuis comme dernière nouvelle, on se rend compte que ça sera carrément difficile parce que Goïta tient à sa chose et c'est la nouvelle qu'on a, et puis on se rend compte aussi qu'au niveau même du Conseil de sécurité, on ne s'est pas encore accordé sur des moyens de rétorsion par rapport à ce qui est en train de se passer encore au Mali. Donc côté sanctions, il faut encore attendre. Donc, je pense que l'heure est aux concertations, au dialogue, à la façon d'arrondir les angles, parce que pour le Conseil de sécurité, il faut revenir au calendrier et au modèle de transition qu'il y avait avant. Avec tout ce qui s'est passé, est-ce que c'est encore possible? C'est la grande question, puisque entre-temps, il y a eu 2 démissions, celle du président et de son premier ministre. Certains pourront dire obtenu au forceps ou démission forcée. Je pense que le cas de Ibeka, on l'a bien vu, c'était pas loin de cela, c'est un scénario qui est en train de se répéter, c'est un genre de remake. Donc, qu'est-ce qui va advenir? C'est la grande question aujourd'hui qui se pose, mais on attend de voir. Et puis hier, on avait aussi, lors de cette émission, au fil notre correspondant permanent, Bruno Massoulou, qui rappelait la frustration qui était celle de l'envoyé spécial de la CEDEAO, en la personne de Goodluck Jonathan, qui était parti donc pour essayer une médiation dans cette crise-là, mais qui faisait face à un mur, on dira ça de façon claire nette, et c'est vraiment assez difficile. On attend de voir comment les choses vont évoluer. Et puis bon, on dira à nos auditeurs et téléspectateurs de rester fidèles à nos sessions d'information, puisque nous ferons toujours le devoir de leur donner la bonne information en la matière. Et puis si décryptage il y a, on jettera toujours un regard. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, aussi bien à la télé qu'à la radio. Je le disais à l'entame de cette émission, le village de Dandé, dans les Hauts-Bassins, a été endeuillé lundi avec le décès d'un élève suite à l'effondrement d'un bâtiment de 3 classes. Alors, l'information a été donnée hier par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Un drame similaire s'est produit dans le Boulkiemdé, mais cette fois-ci, on n'a pas enregistré ni de blessés, ni de morts. Alors, malheureusement, cette actualité-là vient en tout cas allonger une longue liste d'infrastructures qui, justement, après réception, se sont écroulées. Juge Bougma, ces faits ne sont pas idéaux. Il faut situer les responsabilités et surtout dégager des sanctions pour ceux qui, en tout cas, doivent être sanctionnés. Tout à fait. Et puis, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Sauf que là, il y a des victimes, il y a déjà un décès, il y a des blessés graves, il y a d'autres blessés, et en même temps c'est beaucoup d'argent perdu. Donc les responsabilités naturellement doivent être situées et des gens doivent répondre devant la justice. Et ça, ce n'est pas une affaire d'éventuellement justice ou non. Il y a quelqu'un qui a demandé un bâtiment, et il y a quelqu'un qui est venu le construire, qui a construit le bâtiment. Qui est responsable, à quel niveau? Il y a quelqu'un qui après vient contrôler et qui dit c'est bien, on peut réceptionner. Donc il y a toute une chaîne depuis l'appel d'offres par rapport à la sélection et tout, avec des critères bien définis. Le choix de l'entrepreneur qui construit. Et il y a maintenant un validateur qui n'est pas d'âme nature d'abord, un validateur humain, constitué autour de cabinets parfois, qui viennent, qui contrôlent et qui disent c'est bon, on peut réceptionner, le bâtiment est aux normes. Et c'est ce que vous avez demandé. Vous avez demandé 3 classes, vous avez demandé un bâtiment de 6 classes, c'est ce bâtiment qui est là. Et tous les matériaux qui ont été utilisés, c'est bien ça. Et puis bon, on passe à autre chose.
Après, il y a un autre vérificateur qui s'appelle maintenant Dame Nature, qui vient aussi vérifier. Et comme lui, il ne connaît pas de pots de vin, il ne connaît pas de corruption, il ne connaît pas de 10%, il ne connaît pas. Et puis, c'est sûr que lui va venir sur les lieux. Contrairement au vérificateur humain, qui peut ne pas venir sur les lieux et qui va vous dire que c'est validé. Donc, Dame Nature va venir sur les lieux. Et donc, avec son stylo et sa façon de vérifier. Et c'est ce que nous avons. Je dis bien, ce n'est pas la première fois, mais c'est que ça prend des proportions et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ce n'est pas seulement d'abord un bâtiment qui s'écroule, des briques qui fondent comme des biscuits, mais il y a aussi le matériau utilisé. Vous regardez, les IPN même sont tordus. Les IPN qui ont été utilisés pour la toiture, la charpente. Oui, la charpente, vous regardez, il y a même des IPN tordus. Les barres de fer. Là aussi, c'est la qualité de l'IPN. Donc, de la barre de fer utilisée. Est-ce que c'était adapté pour un tel bâtiment? Il y a toutes ces questions-là. Donc, ce n'est pas seulement mais il y a le matériel utilisé. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Et comment est-ce que, et comment on appelle ça, un vérificateur, un contrôleur, disons, n'a pas pu détecter ces choses-là et jusqu'à ce qu'on assiste à un tel drame. Il y a des cas où c'est pratiquement la nuit, ou bien les élèves ne sont pas là, mais là, les élèves étaient là et étaient en composition selon ce qui a été dit. Donc, c'est vraiment regrettable. Et ça, c'est des choses qu'il faut déjà sanctionner. Déjà des sanctions conservatoires, administratives, avant de passer déjà à la phase d'enquête. Donc, parce que ça, il faut... Vous perdez quoi non seulement... Parfois, ce n'est pas sur le budget de l'État. Et même quand c'est sur le budget de l'État, souvent, les recettes là viennent d'où? C'est parfois de l'argent prêté à des gens, avec un taux de remboursement, pour venir construire une école où on est obligé encore de... Comment on appelle ça? Dans le jargon de construction, on est obligé de revenir prendre. Il y a un problème, ça. Donc, il faut encore de l'argent pour pratiquement recommencer à zéro. Si tout le bâtiment, avec ce qu'on a vu comme image, vous doutez que toute la bâtisse soit bien. Et il y a de nouvelles autres écoles qui sont en train d'être construites ou qui sont déjà construites. On se pose en même temps des questions sur la qualité de ces ouvrages-là. Et donc, et en ce moment, les enseignants seront tentés, dès qu'il y a une pluie qui s'annonce, de prendre des mesures et de libérer les élèves. Comment vous faites quoi? Vous les maintenez dans une nouvelle classe, dans une classe nouvellement construite qui ne tiendra pas au vent, aux intempéries, alors que les écoles construites il y a de nombreuses années tiennent jusqu'à présent. C'est là où moi je n'arrive pas à comprendre. Alors qu'aujourd'hui on nous dit les choses ont évolué, la technologie a évolué, le niveau de connaissance dans les domaines ont évolué, mais nos bâtiments n'ont pas évolué avec, même en ville. Vous prenez les nouveaux bâtiments, il y a beaucoup qui chointent, il y a des fissures. Mais allez-y dans le cercle qu'on appelle le building, la mise en œuvre. Les bâtiments qui sont là, même parfois avant les indépendances, tiennent jusqu'à présent. La maison du peuple de Comédane, mais regardez les autres salles de spectacle. Ça chointe, ça coule. Il y a un problème. Les bâtiments administratifs, c'est pareil. Ceux qui ont eu la chance de fréquenter dans des écoles qui ont été construites bien avant, depuis longtemps, il n'y a pas de problème, ça tient. Mais je pense que ça, c'est beaucoup plus notre laxisme, parce que les causes, effectivement, on peut les trouver, mais le constat, il est amer, c'est inimaginable. Et ça, c'est pas des choses dont il faut s'accommoder avec. Il faut vite passer à tirer les conséquences et puis prononcer les sanctions qui doivent l'être. D'accord. Alors, selon les informations données par le ministre Ouaro, l'infrastructure a été construite sur transfert de ressources de l'État aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation. La question qui revient, c'est finalement, est-ce que ces collectivités-là ont les ressources humaines nécessaires pour justement faire la maîtrise d'ouvrage, suivre la construction de ces bâtiments-là, juge Ouaro? Non, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Ce n'est pas une question de compétence. Pour moi, ça ne devrait pas se situer à ce niveau-là. C'est une question peut-être de responsabilité face à un certain nombre de faits. Et puis, dans le process lui-même, peut-être qu'il a manqué de rigueur. Mais
dans tous les cas, on ne peut pas d'emblée comme ça tirer un certain nombre de conclusions, puisque à entendre le ministre de la Communication sur ces questions-là, des enquêtes seront diligentées et des responsabilités donc seront fixées. Donc là-dessus, on espère en tout cas qu'on aura le clair mot de tout cela. Mais ça interpelle à plus d'un titre, parce que d'abord le 24, ce dont vous parlez, c'est ce qui s'est passé, avec une vingtaine de blessés et un décès d'un enfant en classe de CE2, mais le lendemain 25, il y a eu aussi un autre effondrement, salle de 3 classes, à Koudougou. Et le ministre ne termine pas là, il dit qu'il y a un troisième effondrement, sur lequel, pour le ministre Poirot, il y a encore des, comment dire cela, il y a des bribes d'informations qui sont en train d'être rassemblées pour être plus prudent et puis plus vrai dans la communication qui devrait être faite là-dessus. On est en début de la saison pluvieuse, on est dans les premiers vrais vents qu'on a et tout. Et donc, Dame Nature, comme on aime à le dire très souvent, ça fait rire, mais ça fait en même temps pleurer, est le vrai testeur des marchés qui sont exécutés. Et ça, les exemples se font à l'appel. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, bon, ça devient des petits débats, quelquefois sur Facebook. Il y en a qui disent non, écoutez, en fait, l'ouvrage, comprenez, ce n'est pas les armatures essentielles qui ont été touchées, c'est normal, ça n'a pas eu le temps de sécher. Ça devient ces petits débats-là. Mais là, regardez pour ce qui s'est passé le lundi 24. C'est un bâtiment qui a été construit quand ? C'est 2014-2015. Et qui s'effondre, c'est quoi, 5 ans après ? Seulement 5 ans après. Et quand vous regardez les images, il y a beaucoup de questions que vous vous posez. C'est-à-dire à la façon dont la fenêtre qui est en fait est affalée, emportant tout le pan de mur, vous vous rendez compte que le mur lui-même ne tenait pas depuis. Comment est-ce qu'on a pu livrer un tel ouvrage ? Comment est-ce qu'un contrôleur a-t-il pu dire ce travail-là a été fait dans le respect des normes qualité et que ce qui sera rendu donc à l'école et dans lesquels les enfants viendront est sans danger. Donc il y a des niveaux de responsabilité qui pour moi sont très élevés. Je pense que ça, c'est très important que ça serve de leçon. Mais pour que ça serve de leçon, il faut qu'on ne s'arrête pas à la simple dénonciation, ou bien parce qu'on sait que bon, il y a eu une transmission au niveau des collectivités, donc ça n'engage pas forcément directement, je veux dire, notre administration de façon générale, mais je dis, il faut qu'on aille fouiller, il faut qu'on sache qui a fait ça, qui a contrôlé, comment est-ce qu'on en arrive à cette situation-là, et après on va tirer les conséquences. Si ça, ce n'est pas fait, on reviendra encore et on va se rappeler que à un conseil des ministres en mai 2021, la même situation s'était produite et que le ministre avait même dit que les enquêtes seront diligentées, mais jusqu'à présent on n'a pas encore le clair mot. Dans ce cas de figure, on sera dans un perpétuel recommencement. Je crois que c'est ce qui nous manque souvent. C'est que face à certaines situations, qu'on ne soit pas des auditeurs oubliés de notre propre histoire, où on n'en tire pas vraiment les leçons, mais on reste juste dans l'émotion. Ça émeut tout le monde, on condamne, on n'est pas d'accord, et après on passe à autre chose. Oui, on peut passer à autre chose, mais pas pleinement. Ça veut dire qu'il y a ceux qui doivent veiller à ce que les responsabilités soient fixées sur ce cas-là. Je crois que c'est comme ça qu'on avance. À Ouagadougou, rappelez-vous, il y a combien d'immeubles qui sont tombés? Est-ce qu'après on a vraiment fait, on a fouillé, on a cherché pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? Et nous aussi, je pense que ça sera aussi notre rôle en tant que journaliste. Là, c'est important. Parce que même que la justice fait son travail, si nous ne communiquons pas sur ce qui s'est passé après, ça sera difficile que les leçons soient tenues. C'est-à-dire, même si les responsabilités sont fixées après, il y a eu un jugement et tout, mais si ça passe comme lettre à la poste, ça n'inquiète plus. Parce que nous, c'est juste le fait qu'il y a eu un mort, il y a eu 20 blessés, c'est ce qui nous a émus, c'est pour ça que ça a occupé la presse. Et puis après, bon, quand il y a une action positive qui est faite et que les responsabilités sont fixées, on ne donne pas l'information pour la leçon, quelquefois aussi c'est ce que ça va donner. Et je crois que donc il y a une responsabilité à tous les niveaux pour que ça fasse
ce qui s'est passé, c'est déjà déplorable. J'ai une pensée à l'endroit notamment des familles de ce petit-là, et puis penser aussi aux autres familles qui comptent des blessés parmi aujourd'hui, et qui attendent de voir parce qu'on parle de blessés graves. Donc on va prier qu'il n'y ait pas bilan plus triste que ça. Mais il faut que pour la leçon, il y ait vraiment très vite des responsabilités qui soient fixées, et qu'on ne soit pas dans les situations où on a un marché ici qui est mal exécuté, et puis après on vous retrouve en train d'être attributaire d'autres marchés. Je crois qu'il y a beaucoup à dire. C'est un peu, comment dire cela, c'est un peu symptomatique d'une réalité qu'on vit aussi au Faso. Mais je crois que ça, au moins, ça doit faire qu'à l'école. Ça ne doit pas passer comme ça. D'accord. Alors, Jouffra l'a dit, il faut des sanctions. C'est vrai qu'on l'a dit, ces faits-là ne sont pas inédits. À chaque fois, c'est la même promesse. Les responsabilités seront situées, les personnes fautives sanctionnées. Mais à la clé, très souvent, on n'a pas de sanctions ou c'est très peu médiatisé. Alors, tant qu'il n'y a pas justement ce message fort-là, avec justement des sanctions qui fassent cas d'école et tâches d'huile, comme Jouffra l'a dit, est-ce que le décompte macabre ne va pas se poursuivre, juge Bourgman? En fait, il y a plusieurs implications. Mais quand on regarde 2020, 2019, 2020, il y a eu la liste des entreprises, des listes rendues publiques et qui disent telle ou telle entreprise sont suspendues ou exclues des marchés publics. Il y a des cas comme ça. En 2020, on a vu, en 2019, on en a vu, et puis bon, on passe à autre chose. Mais d'abord, quand ça paraît dans les journaux, c'est partagé à profusion sur les réseaux sociaux, bon, les uns et les autres ne prennent pas le temps de lire, bon, voilà. Et puis toutes les précisions, par exemple, ne sont pas données. Donc il y a quand même un effort qui est fait pour pouvoir effectivement tirer les moutons noirs, extraire comme on appelle ça, du troupeau. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller à un autre niveau de contrôle. Je dis bien même quand on regarde l'IPN a cédé. Donc ça, c'est la qualité du matériau vendu sur la place. Il y a d'abord un acheteur. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est parti payer, qui a sa responsabilité. Mais parfois, vous n'allez payer que ce que vous trouvez sur le marché. Est-ce que, par rapport à la qualité des marchandises qui rentrent au Burkina, est-ce que le contrôle va jusqu'à effectivement vérifier un certain nombre de faits? Vous prenez certains pays d'Occident, c'est testé. Par moment, on entend que les États-Unis ont retourné à tel fabricant d'automobiles tel nombre de véhicules parce qu'il y a un problème de freinage, il y a un problème de chauffage ou un problème d'airbag. Parce que c'est testé, ça rentre sur le marché américain aux conditions fixées par les Américains. Donc vous fabriquez le produit pour envoyer aux États-Unis, pour envoyer au Burkina, ça ne va pas être forcément dans les mêmes normes. Parce que là-bas, vous savez qu'il y a une qualité plus exigeante. Donc, est-ce que nous sommes à cette situation? Ça, c'est d'abord la qualité des matériaux. Il y a quelqu'un qui doit faire son travail à ce niveau. Deuxième état de fait, le ministère dit que c'est des ressources de l'État transférées aux collectivités. Ce qui sous-entend que ce n'est pas un marché commandé par l'État. Nous avons transféré la ressource pour la construction de l'école, mais certainement, si j'ai bien compris, ça doit être la mairie qui sait maintenant la collectivité. Parce que quand il dit collectivité, c'est soit la mairie ou le conseil régional. Donc, mais collectivité territoriale s'entendant par les deux, ça peut être le conseil régional qui s'en est chargé ou la mairie. Mais quoi qu'il en soit, collectivité territoriale. Donc les ressources ont été transférées effectivement aux collectivités territoriales. C'est à cette collectivité de faire son appel d'offres et de voir avec quelle entreprise maintenant elle va travailler. C'est à ce niveau aussi qu'il y a un autre niveau de responsabilité. Moi je vous transfère et vous faites dans les conditions prévues. Donc si on veut situer les responsabilités, c'est l'État. L'État nous fait le point par rapport à cette situation et aux autres situations, Koudougou et autres. Nous avons donné l'argent pour faire le travail et tout le reste maintenant revient à la mairie. Parce que les mairies, effectivement, les collectivités aussi demandent un transfert effectif de ressources. Et à chaque rencontre avec les maires, les collectivités, et
le gouvernement, ce point-là revient. Ils disent, ils nous ont transféré les compétences, mais ils n'ont pas transféré les ressources qui vont avec. Ils ont dit, nous avons maintenant la responsabilité de la construction des écoles, la responsabilité de ceci, la responsabilité de cela, gérer la cantine, de faire tout. Mais les ressources, c'est-à-dire l'argent continue de venir du gouvernement qui fait comme il veut. Nous voulons non seulement le transfert de compétences et des ressources qui vont avec. Les collectivités l'exigent. Et donc si on vous transfère, et si c'est effectif, assumez-vous conséquemment. Donc il y a un enseignement aussi qui doit être tiré à ce niveau. Deuxième niveau d'enseignement, c'est le mode de passation de nos marchés. La machine est tellement belle, quand vous la regardez, elle est tellement parfaite. Mais à la fin, le résultat, il est maigre. Il faut qu'on ait le courage de revoir cette affaire de moins 10 ans. Et ça aussi, c'est sérieux. Pour le même marché, pour le stylo que vous tenez, quelqu'un vous dit, moi je livre le stylo à 100 francs. Un autre dit, je livre le stylo à 110 francs. Quelqu'un vient dire qu'il vous livre ce stylo à 80 francs, il y a un qui dit 75 francs. On donne le stylo à celui qui dit qu'il peut, le marché à celui qui dit qu'il peut vous livrer le stylo à 75 francs. Celui-même qui donne le marché sait que le stylo de 75 francs ne répondra pas clairement aux exigences d'un vrai stylo. Ce sont les stylos qui coupent après 2 phrases ou 2 lignes là. C'est ce stylo-là qui va livrer. Le stylo est dans votre poche, après vous vous rendez compte qu'il a coulé. Parce qu'il ne peut pas avoir un vrai stylo à ce prix-là. On a dit moins 10 ans. Si vous forcez pour donner à celui qui a 100 francs, alors qu'il y a un qui a 75 francs, qui a 80 francs, on a dit non, moins 10 ans. Et mieux, vous ne pouvez même pas aller donner à celui qui a proposé 110 francs. Moins 10 ans. Donc, monsieur sait pertinemment qu'il ne peut pas exécuter le marché dans ces conditions. Mais le contrôleur financier, celui qui donne le marché, il tient à des textes qu'il doit appliquer. Conséquence, même l'administration est, comment on appelle ça, est au pied de ces deux messieurs-là. Et le contrôleur financier, il est là, il dit non, quand vous regardez, il n'y a même pas ma quête, il y a du moins 10 ans. On dit c'est vrai, c'est le moins 10 ans, mais c'est pas vrai. Il m'a dit qu'il peut faire. Mais il a dit qu'il peut faire. Effectivement, le bâtiment est construit. Et on va vous-même dire que dans telle autre localité, le même ils ont fait avec le même silo, mais c'était bien. Donc ici aussi c'est gérable. Donc il faut conséquemment revoir ça, être objectif. C'est vrai que cette affaire de moins 10 ans ne signifie pas de prendre celui qui ment sur son marché. Il faut appeler les choses par leur. Qui n'a pas mis le coût réel, juste parce qu'il veut le marché. Non. Est-ce que ce sont des éléments également qu'il faut avoir le courage. Vous êtes commanditaire du marché, mais sur certains points, vous n'avez pas l'emprise. Je dis bien parce qu'il y a des gens qui tiennent à des textes que nous-mêmes on a écrits. Donc il y a ces choses-là, effectivement, à revoir de façon courageuse. Et même là, ça ne se limite pas aux écoles. Il y a même des routes, des infrastructures routières qui sont bloquées du fait de cette affaire des moins 10 ans. Il y a beaucoup de marchés comme ça. Dans le Burkina, il y a un mec qui a refusé de réceptionner un bâtiment d'un collège. Il dit qu'il ne reçoit pas. Le bâtiment n'est pas bon. Mais là, on a eu de la chance que le maire est dans le BTP et il connaît la qualité des ouvrages. Il dit pas question. Il ne réceptionne pas et aucun élève ne va rentrer dans cette classe. Vous imaginez, on est un pays formidable. Des bons sont rentrés au lieu de l'administration, des gens sont rentrés en jeu. Pour rappeler, oui, par rapport au bâtiment, oui, lui dit oui. Ce que vous n'allez pas voir pour réceptionner, il dit si c'est pour autre chose, je vais vous écouter. Mais si c'est pour dire de réceptionner ce bâtiment, je suis désolé, je ne vais pas exposer la vie des enfants. Moi, je suis maire de la localité, en même temps mes enfants, ce sont mes cousins, je ne vais pas le faire. Parce qu'après, il faut dépenser de l'argent pour les soins, de gérer et tout. Puis je ne vais pas réceptionner le bâtiment. Il est toujours là-bas. Il n'y a pas d'élève de là. Il dit qu'il ne réceptionne pas. Je dis, on a de la chance que monsieur est dans le BTP, il connaît quand il a regardé le dosage et tout. Non, vous prenez un marché, vous ne pouvez pas. Parce que vous avez falsifié les chiffres, mettre des données qui ne sont pas exactes pour avoir le marché. Maintenant, vous allez mal doser le ciment parce que vous tenez à rentrer, à livrer le bâtiment, mais à ne pas perdre, parce qu'il veut faire un bénéfice. Et à côté, surtout, il y a des gens qui attendent également, parce qu'on a tout fait pour que tu aies le marché, il faut voir. Et certains d'ailleurs attendent d'encaisser avant de te donner le marché et qui vous disent ça ne marche pas comme ça.
Donc en coulisses, vous regardez souvent des travaux mal exécutés, vous écoutez l'entrepreneur, vous avez froid. Parce qu'il y en a qui vont jusqu'à dire, écoute, ça, on va prendre 20%, on va prendre tel nombre de pourcents. Il dit, bon, ok, dès que j'ai les sous, il dit non. Et les autres là ne font pas comme toi. Hein. Ils payent avant. Donc, c'est à payer avant. Vous finissez d'exécuter, mais vous ne pouvez pas rentrer en possession de vos sous. Vous dites, bon, vous me payez, puis j'enlève pour vous. On dit non, ça ne m'a débrouille-toi pour envoyer ce que tu dois nous donner là. Avant que nous te donnions. Parce que si tu disparais, tu prends ton chèque, tu as disparu, nous, on fait quoi? Mais on ne peut pas sanctionner. Je pense qu'il y a une justice également qui doit s'intéresser à ces choses-là. Parce que, j'ai dit bien, on paye cher pour ça. Et beaucoup d'ouvrages, c'est mal exécuté et tout. Mais c'est ça. Sans oublier les entreprises fabriquées fabriquées pour pouvoir prendre seulement des marchés publics. Parce que, bon, c'est le bon petit de tel DG, de tel ministre, société, écran. Et puis on est là. Donc, je dis bien, il nous faut avoir le courage de revoir certaines choses et puis avancer. D'accord. Alors, face au phénomène de marché mal exécuté, c'est vrai que le ministre des Infrastructures avait brandi la sanction de blacklister justement ces sociétés, je dirais, défaillantes. Alors, Bernard l'a dit, ça a été mis en exécution, mais finalement, cette sanction-là ne dissuade pas. Est-ce qu'il ne faut pas trouver peut-être d'autres choses et, comme on l'a dit, sanctionner et faire cas école pour que ça puisse marquer les consciences et les esprits? Oui, je suis d'accord, il faut déjà sanctionner. Maintenant, Bernard tout à l'heure le disait très bien, ce n'est pas une caricature de ce qu'on a comme process d'attribution de marché ou de gestion. Il y a de bons élèves, mais il y a des brebis galeuses. Et à la réalité, il faut reconnaître qu'ils sont très nombreux. Combien de personnes on a eu sur ce plateau-là qui nous ont après dit à demi-mot la réalité des problèmes qu'ils ont? On n'est pas payé, on a des problèmes pour terminer, parce qu'au fond, il y a quelqu'un qui a dit, si tu ne me donnes pas mon frère, tu ne vas pas être payé. Je t'avais dit ça depuis le début. Tu penses que je m'amuse? Et il est là. Il est assis. Vous vous demandez, mais c'est sur quel pouvoir il est assis et puis il arrive à vous bloquer ainsi. Mais si ce n'est pas à la chaîne, lui, à son petit niveau, comment est-ce que c'est possible que lui puisse s'asseoir sur votre dossier? S'il sait sur quoi il est adossé, et vous allez aller partout, ça n'ira nulle part. Donnez sa part et continuez. Mais vous pensez qu'à la fin, ça n'aura pas une répercussion sur l'investissement même que vous faites pour l'ouvrage? C'est une réalité. Et puis aujourd'hui, on est dans un Burkina où monsieur, on a un ami qui a été nommé quelque part. Le cercle d'amis, tout le monde devient entrepreneur dans le domaine dans lequel il est nommé. On se crée des petites entreprises parce que ça se fait maintenant vite. Et on a des marchés, on commence à exécuter. Alors qu'on n'est pas du domaine, on ne s'y connaît pas vraiment. On va prendre des compétences ici et là. Et puis bon, comme l'essentiel c'est de se faire beaucoup les poches avec des commissions à plusieurs stratifications, à la fin on retrouve quoi? On ne peut que retrouver ces choses-là. Mais je crois que quand on dit on va enquêter, il faut vraiment qu'on enquête et que ça fasse pas cas école. Et puis, tout à l'heure, Bernard parlait des entreprises qui ont été blacklistées. Chaque année, même vous regardez, avant de venir sur le plateau, je voyais encore, même 2020, et la liste, vous pouvez la télécharger sur les réseaux sociaux, avec l'ARCOP. Vous allez voir les entreprises blacklistées. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont pion sur rue, mais dont on connaît les marchés mal exécutés. Combien d'entreprises ont eu des routes à construire? Venez 2 ans, 3 ans après, regardez le bas-côté. Vous allez beau critiquer, mais vous allez regarder encore à la fin d'un conseil des ministres et puis des rapports qui sont faits, le gars est attributaire de marché. Donc, tant qu'on continue comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Je crois que ça, c'est symptomatique d'une gangrène qu'on a. Et le problème, il est plus profond que de dire, bon, sur ce point-là, on va faire ceci. Et ça me fait beaucoup plaisir très souvent lorsqu'on a des rapports de RENLAC et autres, et qui fait que certains font la fine bouche et tout, disant que bon, on noircit un tableau alors que bon, tout n'est pas si black que ça, tout n'est pas si... Mais voilà des éléments qui viennent nous rappeler que, au fond, on a une façon de fonctionner qu'on doit revoir. Il y a une rigueur qu'on doit avoir. Parce que quand on construit des bâtiments de la sorte, on sait très bien, lorsqu'on est puriste du domaine, que ça ne va pas tenir longtemps. Et on sait très bien que c'est une salle de classe. Qui va y aller? Ce n'est pas des moutons.
C'est des enfants qui vont y aller. Une salle de classe pour le primaire. Bon, je crois que c'est très dangereux. Et la responsabilité de ces personnes-là, si il est vrai qu'on a fait des retenues, on a fait ceci, on a fait cela, et qu'on savait que l'ouvrage qu'on était en train de fournir n'était pas de qualité, je crois que les responsabilités là sont très graves. Parce qu'on sait la destination finale de l'ouvrage qu'on est en train de faire. C'est pas un entrepôt qui va garder, je sais pas moi, quelques marchandises, ou s'il y a un problème, on saura que bon, on peut rattraper les choses. C'est des enfants qui devraient y être. Et ceux qui construisaient savaient cela. Et quand vous regardez, je dis encore les images, pour ceux qui nous écoutent, allez sur les réseaux, vous allez voir les images qui ont été partagées, vous allez comprendre. On ne peut pas faire ça là. Et puis 5 ans après, ça va tomber. Ça veut dire que ça a été mal fait. Même si vous n'êtes pas un puriste du domaine, regardez comment les briques là sont affalées là. Vous voyez comment est-ce que ce qui servait de fenêtre est à terre. Quand vous regardez, mais vous vous rendez compte que il y a un problème. Il y a un véritable problème. 5 ans seulement après. Je crois que ça, c'est quand même assez grave. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas tolérer ces choses-là. Et pour moi, la seule façon de donner la leçon, c'est d'aller jusqu'au bout. Que ce soit celui qui a construit, et puis celui aussi qui a contrôlé. Parce qu'il y a deux niveaux. Hein. Il y a quelqu'un qui vient dire... Le contrôle, c'est quoi? C'est pour qu'il y ait un regard indépendant sur ce que vous faites. Sinon, vous êtes libre de faire tout ce que vous faites. Et vous voulez plus venir dégager vos mal bénéficiaires, dire que non, c'est bon, moi j'ai livré. Mais il y a quelqu'un qui vient contrôler quand même. Et qui est un puriste du domaine. Qui dit, ça aura les densités, celui-là, ça va tenir, ça a été construit ceci, ça a été construit cela. Rappelez-vous, quand on prend le cas de Ouagadougou, il y a juste quelques semaines, c'est le mois de mars, le mois d'avril. La première ou la deuxième semaine du mois d'avril, R+1 qui est tombé à Ouaga, les sapeurs-pompiers sont allés tenter de sauver ceux qui y étaient. Il y a eu des morts parce que les gens étaient sous les briques. Mais quel a été leur constat? Matériaux de mauvaise qualité et puis non-respect des normes constructives. Vous voyez? Et ça, c'est à usage d'habitation. Si on va aller plus loin, regardez les maisons que les promoteurs immobiliers nous livrent. Avant même de rentrer dedans, vous voyez les murs là fusillés. Quand vous en plaignez, on vient, le mur, la partie les ardés là, on pense que c'est de la cosmétique, on vient, on ferme. Et puis on met de la peinture. On manque de sérieux dans beaucoup de choses qu'on fait. Et j'ai l'impression qu'on ne prend pas toute la mesure des conséquences des actes qu'on pose. Parce que le plus important ici, c'est de prendre son argent, mettre dans la poche. Quitte à servir un coca bizarre, je ne fais pas de la pub, mais ça rappellera à certains une histoire, et à servir à ces populations, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de me faire de l'argent, le mettre dans la poche. Quitte à construire un bâtiment qui va s'écrouler, c'est des enfants des autres qui y seront, c'est pas grave. Je prends mon argent, je le mets dans la poche. Quitte à construire des routes qui très vite seront délabrées, il y aura des nids de poules, il y aura des accidents, c'est pas grave. Dans tous les cas, quitte à se faire de l'argent, je le mets dans la poche. Si c'est comme ça qu'on va construire ce Burkina là, c'est pas la peine. Hein. Maintenant, si on doit penser que la rigueur doit s'appliquer à l'autre et que nous, quand on est dans notre petit coin noir et puis on a pris notre commission, il n'y a pas de problème, mais c'est comme ça que ça finit. Le Burkinabé nouveau là, ça doit s'éduquer à tous les niveaux. D'accord. Situer la responsabilité et tirer toutes les conséquences, nous allons suivre de très près cette actualité. En tout cas, merci pour ces clés de lecture. Nous allons passer à une autre actualité qui crée des vagues et qui soulève autant d'indignation. Je le disais en début d'émission, 3 enfants ont été arrêtés par la police nationale. L'information justement a été partagée par cette institution-là sur sa page Facebook. Ce sont des enfants dont l'âge est compris entre 10 et 14 ans et ils se faisaient passer par des terroristes. Alors ce qu'on a comme information, c'est que cette bande justement intimait l'ordre aux enseignants de quitter leur zone justement sous peine de représailles de la part des terroristes. Alors il faut dire que les faits se sont déroulés dans une commune rurale rattachée à la ville de Tougouri. Alors Bernard Bourmont l'a dit, c'est un fait divers justement qui nous montre que dans la lutte contre l'insécurité, il y a plusieurs facettes et qu'il faut ratisser large. Quand j'ai vu la réaction, la sortie de la police avec toutes les explications qui ont été données, bon, je ferme les yeux, je suis dans un film quoi.
parce que c'est bien copié dans les films et puis c'est bien exécuté, mais ils ont de l'imagination, ces enfants. S'ils avaient orienté ça vers autre chose, plus productif que ça, alors c'est bon. Mais regardez le génie avec lequel ils ont orchestré cette affaire. Mais c'est-à-dire, quand on parle de terrorisme, il y a tout ça, cette guerre psychologique-là, qui est ajoutée. Donc c'est des enfants qui arrivent, 10-14 ans, à mettre en place quelque chose. Et puis en fait, ils trouvent du plaisir à faire dans cette affaire-là. Et même, ils poussent même bien loin le bouchon, ils prennent la carte du grand frère qui a l'âge pour aller récupérer, pour payer la puce. C'est-à-dire que c'est un autre niveau. Ils ont très bien appris dans les films et puis suivent très bien l'actualité et puis bon, voilà. Mais au-delà de tout ça, il y a... C'est-à-dire qu'on perd son latin en termes de commentaires parce que vous ne savez même pas qu'est-ce que vous êtes dit. D'abord, vous êtes surpris et vous restez sans... Comment on appelle ça? Tantôt à quoi? Parce que vous demandez, mais comment est-ce qu'ils ont eu cette intelligence-là de faire ces choses par eux-mêmes? J'ai dit bien, ils ont très bien appris avec les films. Mais ça veut dire aussi que sur le plan de l'éducation, on a du chemin. Moi, c'est la lecture aussi que je fais. On a du chemin par rapport à l'éducation. Et ça interpelle toute la société burkinabé. Plutôt que d'en vouloir aux enfants de faire ci, il y a une société, je dis bien, qui doit s'interroger sur la qualité de ce qu'ils donnent aux enfants comme éducation. Le tout droit sans devoir, ce sont les deux ailes d'un même oiseau. Personne ne peut naître avec seulement des droits ou avec seulement des devoirs. Ces deux ailes d'un même oiseau, il faut qu'il y ait un équilibre. Mais là, nous avons déséquilibré le système. Clopin. Donc, et c'est ce que nous avons. Donc, c'est ce déséquilibre-là. Donc, des parents qui ne répondent de personne, des enfants aussi qui ne répondent de personne. Et finalement, nous sommes dans un cercle vicieux. Mais il y a un courage qu'il faut revoir, je dis bien, notre système éducatif. Pour que l'enfant ne pense même pas aller prendre la pièce d'identité de son grand frère, aller récupérer une puce. Parce qu'on lui aura trouvé une autre occupation. Parce qu'il y a un qui est boucher. Quand on regarde leur âge, il y a un qui est boucher, il y a un qui est élève, l'autre est berger. Alors, c'est-à-dire que même l'occupation qu'ils ont, ils sont en train de faire, ils ont une occupation, mais même ça, c'est pas suffisant. Mais on devrait pouvoir mettre dans leur tête que mais là, on n'a pas réussi et on est en train de ne pas réussir. J'ai dit bien, ce n'est pas tard. Mais il y a une bonne génération que si on met des moyens d'encadrement, on peut sauver d'autres, mais d'autres, ça va être très difficile. Il faut regarder les choses en face et se dire la vérité. Mais maintenant, à partir de ce tirant de son, quel contenu, au-delà de l'indignation, quel contenu nous mettons dans le système éducatif? Ça, c'est une autre paire de manches. Parce que, mais regardez les autres qui ont été arrêtés à Ouaga. 19, 20, 24 ans. Parmi eux, il y a un qui recrute même pour le Mali. Des jeunes qui s'adonnent au braquage, qui ont fait des victimes. Regardez l'âge. Il n'y a pas à chercher loin. Quand on fait les calculs, c'est au moment où nous avons lâché la rigueur dans l'enseignement, lâcher le devoir d'inculquer aux élèves, aux enfants, les vraies valeurs humaines de la société, de la patrie. Quand on calcule, on regarde l'âge, c'est quand on a commencé à lâcher ces choses-là, c'est le produit aujourd'hui. Donc nous avons semé il y a 10, 15, 20 ans et le produit, il est consommable aujourd'hui. À partir de ce moment, on doit se dire attention, il faut encore élaborer le champ, remettre de nouvelles graines pour que, au fur et à mesure que ça pousse, ça puisse remplacer ce que nous avons engrangé. Donc, mais ce n'est pas la responsabilité des seuls parents de choses. C'est une responsabilité collective, à commencer par ceux qui sont en charge de gouverner au
niveau supérieur, même au niveau local, au niveau de collectivité, ceux qui ont construit des établissements d'enseignement privés, et maintenant les parents. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains établissements qui sont en train d'envoyer d'autres disciplines et ça commence à aller. Mais quand on regarde les exemples, je dis bien c'est le produit, l'Inde nous a renvoyé des enfants. À Bobo, une année, l'IAM est devenue université de l'Union africaine. On a vu ce qui s'est passé avec des élèves et des étudiants de cet institut-là qui refusaient de se plier aux exigences alors que c'est continu et savaient ce qui devait être fait. Ça, on a eu beaucoup de bruit pour ça, pour des gens qui savaient également que c'est contenu dans les curricula, qui sont allés accepter mais après qui ne veulent pas s'y soumettre. On a vu ces parents débarquer dans les écoles avec des armes blanches ou avec des armes blanches pour s'en prendre, et comme on appelle ça, aux instituteurs, aux enseignants. Et les élèves ont regardé. Donc j'ai dit bien, c'est un produit de notre société, mais il n'est pas tard de mon point de vue. Mais c'est notre éducation fondamentalement qu'il faut revoir. Parce que à trop condamner les enfants, on se trompe de cible. Il y a nous-mêmes qui devons nous regarder au fond pour dire, à un moment donné, on a commis une erreur. Rattrapons les choses. D'accord. Alors, je vois des enfants de moins de 15 ans qui font déplacer tout un village, qui justement font partir des représentants de l'État dans une localité. Est-ce qu'il faut rester dans le cadre d'un fait divers, d'un canular, ou bien il faut peut-être aller à l'extrême et se dire que ces enfants-là peuvent être à la solde de vrais terroristes? Oui, bon, quand on écoute les explications, on peut peut-être pas déduire finalement que c'est forcément ça, mais ça laisse aussi entrevoir beaucoup de choses. Dans cette histoire de l'élève, du berger et du boucher, quand vous regardez, il y a beaucoup de questionnements qu'il y a derrière. Et écoutez bien que les enfants disent dans les messages qu'ils ont des frères majeurs qui sont terroristes et que eux ont à charge les petits villages. Et donc bientôt ils vont attaquer. C'est un peu ce qui nous est raconté dans le point qui nous est fait par la police. Maintenant, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce des gamins qui s'amusent à effrayer parce que l'un ne veut pas aller à l'école, ou bien parce que ça les amuse, ou bien c'est une réalité aussi. Mais dans les deux cas, c'est grave. L'un ou l'autre des cas, c'est grave. Et vous voyez, si c'est la question de canular ou quoi que ce soit, vous voyez dans quel pétrin ils mettent leur grand frère majeur de 25 ans. Parce que c'est sa pièce d'identité qui a servi à acheter une carte SIM à travers laquelle tous ces messages-là sont envoyés. Et puis regardez comment est-ce que ces gamins les arrivent à avoir les numéros de téléphone des enseignants, des populations. Ça paraît quand même un peu organisé tout ça. Tout à fait. Ça paraît quand même organisé. Cibler une enseignante, cibler après d'autres enseignants, cibler certaines personnes dans la population, ça paraît quand même organisé pour des gamins dont le plus âgé a 14 ans. Alors, juste Bourgman, on est tenté de se demander combien de personnes ont été déplacées justement à l'appel de ces gamins-là. Combien de personnes ont été déplacées justement à ces agissements? En fait, c'est difficile d'avoir un nombre parce que c'est difficile, mais j'ai dit il y a approfondi. Ce que le juge va dire, c'est vrai. Comment est-ce qu'ils ont eu les numéros? Parce qu'avoir la puce ne suffit pas. Puis c'est des numéros d'enseignants. Je pense qu'on donne son numéro à un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans. En fait, il y a beaucoup de questions. Mais là-dessus, moi, il y avait... Ça doit être un travail à la chaîne. Il y a aussi, moi, je pense qu'on doit être beaucoup regardant sur beaucoup de choses. Et ce qui s'est passé dans certains pays devrait nous servir de leçon. Vous savez, des pays comme la France, qui sont assez regardant sur le caractère de certains messages et tout, ont été surpris de voir dans certaines familles le parent qui très souvent sait que son enfant il est toujours en chambre, il aime beaucoup internet, il aime les jeux vidéo et tout, se rend compte que le petit disparaît 10 jours, 15 jours, 20 jours, on apprend qu'il est en Iran. Ou bien aux nouvelles on se rend compte que l'enfant il est allé participer à tel acte, mais parce qu'il n'a pas compris que
En fait, de la maison, là, l'univers est ouvert pour lui. Et il a accès à tout le monde et tout le monde a accès à lui. Même chez nous, ça devient pareil. On se dit non, c'est des enfants, peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, c'est sûr que non, eux, ils ne sont pas encore à ce niveau-là, ils ne sont pas inquiétés. Non, non, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Il y a des questions qu'on doit commencer à aborder avec même les plus jeunes. Parce qu'on est dans une situation nouvelle où ceux qui sont recrutés sont ceux qui sont vulnérables et qui n'ont pas la capacité de comprendre. Après, ils sont conditionnés et c'est fini. Donc là-dessus, il faudrait que... Je pense que c'est un exemple qui est malheureux, mais qui nous donne à réfléchir et à comprendre que à tout âge, on doit pouvoir expliquer les choses aux enfants. On doit pouvoir leur faire comprendre un certain nombre d'éléments. Peut-être que là, on est dans une autre situation. On parle d'un élève, d'un éleveur et d'un objet. C'est des enfants qui se débrouillent et tout, au 1000 élèves. Mais ils sont dans une société où c'est sûr que si d'aventure c'était quel canular, les gens se diraient mais ce n'est pas possible, comment des enfants peuvent penser à des choses comme ça. Maintenant, si c'est vrai qu'ils ont été recrutés, c'est que soit les parents laissaient passer, ou bien les gens n'ont pas vu les choses venir. Donc j'ai dit, il faut être très regardant sur comment est-ce que sur ce à quoi nos enfants ont accès aujourd'hui et puis à quoi ils sont ouverts. Je pense que ça, c'est très important. D'accord. Des mineurs désœuvrés en manque de sensations fortes ou des maillons d'une chaîne terroriste, la question reste posée. Alors, il revient aux autorités de tirer toutes les conséquences et en tout cas mener des enquêtes pour situer les responsabilités. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture. C'est justement avec ces interpellations que nous allons mettre un point final à la présente convocation. On se rend rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.